Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera de l'UFC Apex qui a eu lieu ce samedi soir, qui était une carte qui ne payait pas de mine, mais finalement qui a eu de très bons combats. Comme d'habitude, généralement, il y a des UFC qui payent pas de mine et finalement, on est très surpris. On va faire également l'inauguration d'une nouvelle rubrique interlude. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Et bien sûr les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos proches qui aiment les sports de combat. Ça fait grandir le podcast et ça fait plaisir. Les amis, aujourd'hui, inauguration de la nouvelle rubrique interlude. Tout simplement comme son nom l'indique, au milieu de podcast, on fera une petite pause et on parlera d'un sujet autre que le sujet du podcast. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du meilleur combat UFC de 2025. On se posera la question de voilà, quel est le meilleur combat de cette année, tout simplement. Les amis, pour commencer ce podcast, je voulais juste dire que j'ai regardé le petit documentaire de la sueur avec le combat Zebo-Baki qui est franchement très très intéressant. Zebo, je pense qu'il nous a mis une claque à tous, hein, et je parle pas juste du combat, juste humainement. C'est un homme vraiment, enfin de ce qu'on a vu en tout cas, bien sûr, là je parle sportivement, hein, je ne connais pas ce mec, mais en tout cas franchement il nous remet bien tous à notre place. C'est vraiment très très intéressant. Je vous conseille de voir ce podcast, cette émission pardon, même si elle est un peu tournée vers Baki parce que je pense que la sueur se doutait plutôt que Baki allait gagner ce combat, donc il mettait un accent un peu plus sur Baki. On a quand même un regard sur Zebo, donc c'est très intéressant. Maintenant, on va pouvoir parler de cette UFC Apex. On va partir comme d'habitude du main event jusqu'au dernier combat de la carte, de la main card bien sûr. Franchement, UFC plutôt surprenant, qui ne payait pas de mine, hein, je l'ai dit en début d'épisode. Franchement, c'était des combattants qu'on ne connaissait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne les connaissais pas. Je pense qu'il n'y a que les puristes, hein, qui connaissaient les combattants de cette carte. Mais franchement, pas mal de bons combats finalement. Bien mieux par exemple que la carte de la semaine dernière, ou bien mieux que certaines cartes numérotées, hein. Ça ne veut pas forcément tout dire que ça soit un UFC Apex, c'est juste qu'on ne connaît pas les combattants. Mais finalement, ce soir, il y a eu vraiment. Samedi soir, il y a eu des super combats. On va commencer déjà notamment avec le main event Garcia contre Onama. Combat plutôt intéressant, il me semble que c'était le 12e contre le 3e. Garcia, j'avais vu un de ses combats il y a quelques temps et il m'avait un peu surpris par rapport à son style de boxe très particulier. Il a un style vraiment un peu comme Sandagen. Pas dans les kicks, parce qu'il n'envoie pas beaucoup de kicks, mais dans sa garde. En fait, il a une garde vraiment carapace, il a le dos un peu voûté, les bras qui sont un peu chancelants, un peu vers le bas, et il a un jab vraiment chiant et une grosse crosse. Et là, face à Onama, ça n'a pas loupé. Onama, je ne connaissais pas trop le combattant. Il me semble que j'ai vu quelques combats comme ça, mais je ne m'en rappelais plus trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas rentré dans ce combat Onama. Est-ce qu'il a eu des sources externes qui font qu'il n'était pas dans ce combat, qu'il n'était pas présent vraiment physiquement. Enfin, il était présent physiquement, mais mentalement, on le sentait pas pardon, très dominant. Ou est-ce que c'est le fait que Garcia ait un style particulier qui a un peu fait chanceler Onama? Ça, c'est possible. C'est possible, vous savez, quand vous avez un adversaire en face de vous qui est vraiment très particulier, eh bien, vous n'arrivez pas à trouver vos armes face à lui. Et là, c'est peut-être ce qui s'est passé puisque Onama s'est pris un KO TKO au premier round et on l'a pas senti vraiment engageant dans ce combat. Franchement, dès les premières minutes, il recule beaucoup, il essaye de trouver, mais face à Garcia, c'était impossible. Garcia avançait beaucoup, avait un jab très rapide qui partait un peu vers le bas, donc il ne le voyait pas forcément venir, et un gros bras arrière. Gros bras arrière, de toute façon, sur la séquence du KO TKO, euh, il n'y manque pas. Le bras arrière, il touche à plusieurs reprises. Franchement, c'est une belle séquence parce qu'il le prend, il le met down. Donc Garcia met un down à Onama, il se relève, il se prend des coups. Enfin, franchement, c'est une grosse séquence de domination qui mène face à un finish. Ce que j'ai marqué, donc il y a pas enfin il y a plein de choses à dire, mais voilà, c'était un finish au premier round. Garcia qui a un style de combat très particulier, pas forcément beaucoup de kicks, on n'a pas vu de grappling, c'est vraiment du pur striking, mais un striking atypique avec ses bras un peu chancelants, des bons mouvements de buste, une anglaise assez particulière, mais qui a bien marché, surtout que je vous rappelle qu'on est avec des mitaines, hein, donc là il suffit que vous en prenez déjà une pour vous faire un peu chanceler. Donc franchement plutôt intéressant de la part de Garcia. Et donc voilà, hein, pour ce combat, TKO KO pour le premier round. Je pense qu'Onama est passé un peu à côté de son combat malheureusement. Le combat d'après, combat un peu what the fuck, hein. Clairement c'est vraiment ce que j'ai marqué parce que là les amis, je suis obligé de ressortir une expression des années 2015, hein, what the fuck pour ceux qui ont connu. Mais Cortés Acosta versus Delija, heavyweight, 6ème contre 9ème, donc Cortés qui était 6ème. Franchement les amis là c'était très très compliqué. Cortés Acosta qui commence le combat de manière un peu tranquille avec un peu de catch control. Delija qui pareil
ces combattants, je ne les connaissais pas trop. Pourtant, ils sont bien classés dans les heavyweight, mais j'ai pas vu beaucoup de combats. J'ai juste entendu parler que Delija était sur une bonne série de KO. Mais voilà, j'ai pas envie de m'inventer un personnage, j'ai pas envie de vous dire que je connais tout, parce que c'est pas le cas. En tout cas, ces personnages, ces combattants, je ne les connaissais pas trop. En tout cas, beaucoup de catch control de la part de Acosta. Delija qui se met aussi à faire un peu de catch control, et d'un coup, paf, comme ça, il décide de mettre une grosse série de points. Il s'est dit, ah ben les gars, en fait, j'ai des coups de poing, ce serait bien que je les utilise. Et commence à mettre une grosse série à Acosta, qui met fin au combat. Mais ça, c'était ce qu'on se croyait. C'était ce qu'on croyait parce que il s'est passé un truc un peu chelou. En fait, avant que Delija mette sa série de coups à Acosta, donc Acosta, en fait, si vous voulez, il était adossé au grillage. Il commence à se prendre une série de coups. L'arbitre arrête pour un TKO. Normal. Sauf que Acosta se plaint d'un doigt dans l'œil. Nous, au début, on pensait tous que Delija avait gagné ce combat par TKO. Puis après, on pense que ce combat va se terminer en no contest, puisqu'il s'est terminé un peu au premier round, comme s'il gagne contre Aspinal. Et finalement, l'arbitre décide de faire reprendre le combat. Il décide de faire reprendre le combat. Par quelle règle, je ne sais pas. Pour moi, normalement, quand un combat s'arrête, il s'arrête. À la rigueur, on peut changer la décision par un no contest, parce qu'il y a peut-être erreur. Mais on ne peut pas faire reprendre le combat. Visiblement, si, on peut. Ce qui s'est passé, c'est que le combat a repris. Et quelques secondes après, Acosta, qui avait pris le doigt dans l'œil, je vous rappelle, met KO Delija avec un bras arrière des enfers et un TKO à la fin en ground and pound. Alors ça, les amis, c'était vraiment exceptionnel. Franchement, je m'y attendais vraiment pas parce que c'est dur pour Delija. Parce qu'il avait mis quand même une grosse série à Acosta. Il se fait interrompre, il pense qu'il a gagné. Puis après, il pense que c'est un no contest. Finalement, il doit reprendre et il se prend KO. C'est dur, surtout qu'il était sur une série de victoires. Franchement, les amis, c'est quand même une décision un peu compliquée, un peu controversée. Bah, en tout cas, c'est comme ça, les amis. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Sur le niveau proposé, pareil, pas grand chose à dire parce que le combat a quand même été écourté. Moi, ça m'a pas choqué. Je dis ça parce que, bon, forcément, la catégorie des heavyweights, c'est peut-être la pire catégorie niveau. Bien sûr, tout en respectant les combattants, hein, mais juste en mettant en relation par rapport aux autres catégories. Par exemple, pour moi, les meilleures catégories actuellement, ça serait les middleweight, avec la catégorie notamment à Nassourdine, Kayo, Ramzat et tout. Ça serait également les bantamweight avec Merab. Ça, c'est une catégorie d'aliens, hein, avec Oumar, Merab, Sandagen, etc. Même pas les bantamweight, enfin les bantamweight aussi, mais les moins de 57 aussi, les flyweight aussi vraiment très très lourds. De toute façon, on en parlera lors des interludes sur les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est le meilleur combat de 2025. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça m'a pas choqué, j'ai pas trouvé qu'ils avaient un niveau déconnant. En tout cas, ça m'a pas choqué. Delija avait fait une grosse série qui avait quasiment mis fin au combat. Acosta, super bras arrière, mais plutôt clean, où il se prend un jab, bien remise avec un bras arrière, parce qu'il avait réussi à faire un petit retrait de buste. Ça m'a pas choqué. Donc voilà, Acosta qui garde sa position de 6ème en tout cas, et qui met fin à une série de victoires de Delija. On va continuer avec le combat de Wells versus Gorimbo, puis après on fera la petite interlude. Le combat de Wells versus Gorimbo en welterweight, plutôt serré comme combat, donc pareil, hein, je ne connaissais pas les combattants. Plutôt serré de la part de Gorimbo, un peu plus devant lors du premier round. Il arrive à faire un peu plus de takedown, un peu plus de contrôle, manque un peu de frappe, mais il en met quand même un peu, mais pas des frappes significatives. Deuxième round, cette fois-ci c'est pour Wells. Wells arrive à faire un excellent takedown. Alors il était un peu téléphoné, il a vraiment fait le tour de la cage et il a plaqué, mais ça a marché. Gorimbo avait un striking plutôt pas mal, vraiment très relâché. Il faut savoir un peu sur la morphologie des mecs. Gorimbo était très large, beaucoup plus grand que Wells, avec des bras vraiment grands. Et franchement, je pense que sur ce combat, il y avait quelque chose à faire niveau striking. C'est dommage qu'il n'ait pas trop utilisé son striking, Gorimbo, parce qu'avec ses bras très longs, il y avait des choses à faire. Vous savez, en MMA, vous avez des mitaines, vous avez des bras longs. Franchement, je pense que les overhands, juste les impacts, enfin franchement, c'est dingue, quoi. Donc je pense que là, il y avait peut-être une chance manquée de la part de Gorimbo, parce que ce deuxième round, c'est Wells qui le prend. C'est Wells qui se prend. Donc là, il y avait 1-1 à l'entrée du troisième round. Et franchement, Wells, il arrive à bien gérer ce round. Bon takedown, bon contrôle. Comment dire, il manque toujours un peu de frappe, hein, à l'image du combat de la semaine dernière avec Almeida contre Volkov, où c'est pareil, Almeida, pardon, il faisait plein de takedowns, mais il n'arrivait pas à mettre de frappe, ou en tout cas il n'en mettait pas, et du coup ça score pas. Là c'était un peu le cas. Wells, il avait un bon takedown, il mettait quelques frappes, mais vraiment pas beaucoup.
Ce qui s'est passé, c'est que vu que Gorimbo faisait rien, il a quand même réussi à prendre le round parce qu'il était quand même dominant. Mais il faut faire attention à la suite, hein, parce que franchement, ça on le dit souvent. Enfin, moi je le dis, on s'en fout, hein, mais quand même, les coachs le savent très bien. Maintenant, sur les nouvelles législations du MMA, sur les nouvelles règles, les frappes c'est bien plus important que scorer un takedown ou faire du contrôle. Alors qu'auparavant, ça pouvait être égal, soit même un peu supérieur. Là, franchement, il faut mettre des frappes, c'est les dégâts qui comptent. En tout cas, décision de Wells, retournement de situation, hein, puisqu'il perdait le premier round et il arrive quand même à revenir 2 rounds à 1, donc franchement plutôt pas mal. C'est l'heure de l'interlude, les amis, de cet épisode. N'hésitez pas à réfléchir vous aussi. Pour vous, quel est l'épisode? Non, pas du tout. Quel est le combat préféré? Quel est votre combat préféré de cette année 2025? Franchement, je me suis posé la question. Là, j'ai un peu en tête, j'ai regardé tous les événements de cette année. Il y a eu pas mal d'UFC. Et franchement, pour moi, il y a quelques combats qui sortent du lot. Je vais commencer tout d'abord avec le combat de Topuria contre Oliveira, qui était quand même vraiment un super combat, les amis. Vraiment super combat. Donc ça, c'est clairement dans le top 3. Ensuite, en regardant un peu la liste, Belal Mohamed contre Della Maddalena, les gars, très très important. Puis c'est dans l'actualité, hein, puisque Jack Della Maddalena, il affronte Islam Makhachev pour défendre sa ceinture dans 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Surtout, grosse carte, les gars, hein, au Madison Square Garden. C'est là où Benil Dariush contre BSD va se faire. C'est là également où Bonical va essayer de se relancer. Léon Edwards aussi qui va combattre contre Prates. Non, franchement, grosse carte. Une des meilleures cartes de l'année, sans doute. Il y a également le combat de Volkanovski contre Lopez. Grosse guerre. Également le combat de Holloway contre Poirier, le 3e combat qui était vraiment très disputé, vraiment sympa. Également, quel autre combat j'ai devant moi? Lopez Silva. Lopez Silva, c'était quand même une très grosse guerre, les amis, hein. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais Lopez Silva, Lopez qui était en train de mettre une grosse pression à Diego Silva. Il arrive, Diego Silva, il revient et il se met un coup de retourné. Franchement, c'était vraiment fou, hein, le retournement de situation. J'ai dit Diego Silva, mais je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. C'est Diego Lopez contre Jean Silva, les amis. C'est Lopez qui met le coup de pied, le coup de genou. Ouais, j'arrive plus à parler. Voilà, j'ai été complètement sonné par ce coup de coude. C'était Diego Lopez qui avait mis le coup de coude retourné à Jean Silva qui était en train un peu de prendre le combat. Donc franchement, en tout cas, cette année 2025, vraiment pas mal. Donc ouais, pour résumer, franchement, pour moi, vraiment les gros combats de cette année, les meilleurs, en tout cas, il y a eu Mohamed contre Della Maddalena, Volkanovski contre Lopez, Topuria contre Oliveira, Holloway contre Poirier, n'oubliez pas ce combat bien sûr, et puis Lopez contre Silva, c'était vraiment un très bon combat. Bien sûr, l'année n'est pas terminée, hein, les amis, là je vous l'ai dit, la carte du Madison Square Garden avec Makhachev contre Della Maddalena, ça risque d'être un gros fight. Mais là, j'ai parlé que des main events. Mais après, forcément, il y a eu plein d'autres combats qui étaient incroyables. Mais c'est vrai que les main events, là, c'est quand même plus simple de s'en rappeler. En tout cas, c'est les combats qui me viennent en tête. Sans regarder tous les UFC que sur Internet là, de cette année. Ceux qui m'étaient venus en tête directement, c'était Topuria Oliveira. Parce qu'il y avait quand même une grosse hype. On voulait voir ce qui allait se passer. On voulait voir un peu le sol de Topuria face à Dobronk. C'était quand même incroyable. Il y avait aussi le combat de Poirier contre Holloway, qui était quand même une belle guerre, vraiment top. Enfin, franchement, il y avait quand même des beaux combats. Et puis moi, c'est vrai que Lopez Silva, franchement, les amis, j'avais trouvé ce combat mais vraiment incroyable, hein. Franchement, parce que Jean Silva, il était super fort. Sur le combat, il avait un striking incroyable, des super middle avant, des gros bras arrière, des bons coups, d'une grosse brutalité. Et franchement, Diego Lopez qui arrive franchement, ouais, j'étais choqué quoi. Diego Lopez qui arrive à tenir menton de fou et qui finit avec ce coup de coude retourné qui laisse Jean Silva complètement inerte. Moi, c'est vraiment un de mes combats préférés quoi. Franchement, sans aucun doute, c'est un de mes combats préférés de cette année. Et vous, les amis, quel est votre combat ou quels sont vos combats préférés de cette année 2025 à l'UFC? Parce que sinon, après, il y a quand même forcément eu plein de combats qui ont eu lieu. Mais du coup, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou juste dans votre tête. C'est sympa, bien sûr. Cette interlude, elle sera à tous les épisodes, comme je vous l'ai dit auparavant. Mais bien sûr, on changera à chaque fois. Ça se trouve que la semaine prochaine, ça sera les pires combats de l'année 2025. Ça sera les meilleurs combattants de telle catégorie. On va essayer d'innover à chaque fois. Comme ça, moi, ça permet de mettre une petite pause dans le podcast.
et ça fait plaisir. Les amis, si vous êtes toujours en train de m'écouter, ça fait 14 minutes que je parle, j'espère que vous en avez pas trop marre. Eh bien, n'hésitez pas à partager ce podcast, hein, je vais un peu je vais pas vous lâcher avec ça. N'hésitez pas à mettre les petites 5 étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui écoutent qui n'ont pas mis les 5 étoiles. Vous avez juste à faire les 3 petits points sur Spotify et faire évaluer. Et ça fait plaisir et ça récompense le podcast. Pour continuer sur cette carte UFC Apex, on va parler du combat de Dulgarian versus Devale en featherweight. Alors ça les amis, c'est un combat mais vraiment exceptionnel. C'est pour ça que je vous ai dit que cette carte elle payait pas de mine. Mais là, mine de rien, ce que je vous ai dit, on a eu KO au premier round Garcia Onama, KO au premier round Acosta Delija, décision. C'est vrai que c'était pas un combat incroyable, mais plutôt intéressant quand même de Wells Gorimbo. Et là, on a encore un finish premier round, Dulgarian versus Delvale, pardon. Franchement, combat vraiment fou. Dulgarian n'a pas vu le jour. Je ne connaissais pas ces combattants, mais d'après les commentateurs RMC Sport, Baba Diagne, que j'aime beaucoup, j'aime bien l'écouter, surtout quand il commente le One Friday Night, et aussi Thomas, non c'est pas Thomas Desson, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en tout cas j'ai des bons commentateurs, j'aime beaucoup. En tout cas Dulgarian était censé être le lutteur et Delvale le striker, sauf que là Dulgarian a essayé de lutter et Delvale s'est transformé en lutteur. Super sprawl de la part des Delvale, et puis là ça a été un récital de Delvale, triangle de corps, menace d'étranglement arrière à 4 reprises les amis, à 4 reprises. Dulgarian il essaye d'enlever les bras de Delvale qui sont au niveau de son cou, hein. Vous savez, pour défendre un étranglement arrière, vous avez quelqu'un qui essaye de vous étrangler en arrière, vous essayez de desserrer la prise, soit en retirant le bras, soit en retirant le bras qui est derrière la nuque. Enfin bref, en descendant la prise tout simplement. Et franchement, pas mal de fois, on voit Dulgarian qui a vraiment du mal, mais qui arrive à se défaire de cette prise. Sauf qu'à la 5e fois, ou 4e fois, je ne me rappelle plus, mais voilà, ça fait 4-5 fois, Delvale, il arrive vraiment à serrer la prise et Dulgarian tape. Franchement, gros combat de la part de Delvale, c'était un récital. Il n'a pas laissé respirer son adversaire, ça a été sprawl, changement de position, triangle de corps, menace de soumission, frappe et étranglement arrière. Franchement, c'était bluffant. Très très gros combat, et Delvale a surveillé parce que je pense qu'il n'a pas pris un coup et il a vraiment fait un récital. Juste après, le combat de Radke versus Fronza en welterweight. Franchement, combat très intéressant également. Combat voilà, plutôt de grappling, je vais dire ça plutôt comme ça. Radke, donc très bonne défense d'étranglement arrière de la part de Fronza. Il faut savoir que là, du coup, Radke était vraiment plutôt le grappleur. Il essayait d'instaurer le takedown et de mettre beaucoup de contrôle sur Fronza. Donc, bonne défense d'étranglement arrière de la part de Fronza. Mais Radke était au-dessus de Fronza sur tout le combat. Donc voilà, enfin sur tout le combat, oui, mais surtout sur tout le premier round. Il arrive à mettre quelques frappes, à un bon contrôle. Et donc Fronza, il n'arrive pas à s'exprimer. Donc logiquement, c'est le premier round qui est donné à Radke. Sur le deuxième round, franchement, j'ai noté un super coup de pierre tourné de la part de Fronza. Franchement, un timing parfait qui tape au niveau des côtes flottantes du foie ou du rein. Je pense que les images sont un peu inversées. Mais en tout cas, franchement, super coup de pierre tourné. Malheureusement, suite à ça, Radke il arrive à mettre les mains sur Fronza et il arrive à infliger un takedown. Gros contrôle de Radke au sol avec des grosses frappes, des coudes, pas mal d'ouverture. Là, il arrive vraiment à faire pour le coup un ground and pound vraiment efficient. Quand je vous parlais de Wells un peu plus tôt dans le podcast qui faisait du ground and pound mais qui mettait pas beaucoup de frappes, là c'était l'inverse. Franchement, Radke c'était assez bluffant à voir, c'est-à-dire qu'il arrivait vraiment à prendre la top position et vraiment à mettre son poids, à utiliser la gravité pour vraiment que le coup, forcément, vous avez un coup qui vient du ciel, il a beaucoup plus d'impact qu'un coup qui vient sur le côté ou qui vient du bas vers le haut. Donc là, franchement, des grosses frappes, ça se voit que ça use beaucoup Fronza. Donc il finit le round, Radke, et Fronza, hein, les deux finissent le round, mais voilà, on sent que Fronza, il a pris beaucoup de coups et que ça risque d'être compliqué sur le troisième round. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué puisque Radke arrive encore à emmener Fronza au sol, sauf que cette fois-ci, il arrive à le finaliser avec un étranglement arrière sur la fin du round. Une large victoire de la part de Radke. Il a pris quelques frappes, bien sûr, hein, normal, hein, c'est un combat qui a duré quasiment 15 minutes. Mais globalement, bon grappling, efficient, c'est-à-dire que voilà, il a été actif, il a essayé de mettre des frappes, il a épuisé Fronza. Et en plus, il arrive à avoir le finish à la fin. Vous avez vu quand même qu'il y a eu pas mal d'étranglements arrière, hein. Là on est à 2 déjà étranglements arrière et c'est pas fini je crois, hein, puisqu'il en a eu c'est pas un étranglement arrière mais quasiment. Sur le premier combat donc de cette main card, il a eu le combat de Nascimento versus Durden, c'était en catchweight.
C'était dans les combats du bas, hein, donc ça devait être, enfin dans les catégories du bas, ça devait être en bantamweight, flyweight, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était en catchweight. Et franchement, c'était très intéressant ce combat aussi. Nascimento versus Durden. Pour moi, le premier round est un peu pour Durden. Je m'explique. Il avait un peu un meilleur striking, en tout cas avec les points. Pour moi, Durden touchait un peu plus que Nascimento, mais Nascimento était peut-être un peu plus efficient sur ses frappes. Il touchait peut-être un peu moins, mais quand il touchait, il faisait plus mal que Durden. Et ça s'est vu sur le deuxième round. Je m'explique. Durden touchait beaucoup avec ses points. Mais Nascimento n'a jamais été trop ébranlé. Il n'a jamais trop flanché sur les frappes de Durden. Donc plutôt surprenant. Soit Durden frappe pas fort, ou soit Nascimento a un grand menton, soit c'est les deux. Par contre, à l'inverse, Nascimento avec des gros kicks, des gros low kicks, et a fait mal à Durden. On voyait que sa jambe avant sur la fin du premier round était déjà très rouge. Et sur le début du deuxième round, même si Durden arrive à toucher pas mal Nascimento, bah en fait on voit qu'il a du mal à prendre appui sur sa jambe, quoi. On voit qu'il a vraiment eu mal, que les low kicks ont fait des dégâts. Et ça franchement, bah ouais, ça fait mal. Ça fait clairement mal. On voit que les low kicks ont eu raison de lui. Peut-être que parce que forcément, lorsque vous avez moins de poids sur vos jambes, lorsque vous pouvez prendre moins d'appui, bah, vous pouvez frapper moins fort, vous pouvez moins prendre de la puissance des jambes. Et donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus le combat s'éternise, plus vous avez des dégâts aux jambes, moins vous pouvez prendre d'appui, moins vous pouvez frapper fort, plus l'adversaire à côté peut vous matraquer la jambe, et etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un super finish de Nascimento qui arrive à contrer Durden. Et en fait, après, il le suit au sol et il lui fait un anaconda choke. Donc, c'est pas vraiment un étranglement arrière. C'est une position, je pourrais pas trop vous l'expliquer, mais en gros, c'est un twist de corps. Il arrive en fait à placer un bras au niveau de la nuque, comme un anaconda en fait, comme un serpent. Il arrive un peu à le retourner dans tous les sens et à. Bon, c'est un étranglement sanguin, hein, c'est la même chose qu'un étranglement arrière. Mais en tout cas, enfin je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, gros finish de la part de Nascimento qui était, enfin qui est encore ceinture noire de JJB. Donc en fait, c'est pour ça il y avait vraiment ce côté où Nascimento était en striking, mais en fait il était ceinture noire de JJB. Et lorsqu'il a eu juste l'opportunité d'aller au sol, il a réussi à finaliser son adversaire. Donc c'était vraiment très intéressant. Malgré le fait que Durden était très très solide, hein. Franchement, moi je pensais qu'il allait gagner ce combat parce qu'il touchait beaucoup Nascimento. Mais finalement, ça n'était pas le cas. En tout cas, les amis, c'est fini pour cette carte de l'UFC Apex. Comme je vous l'ai dit, c'était une carte qui ne payait pas de mine, mais finalement, il y a eu beaucoup de finish, et même beaucoup de gros combats, hein, à part le combat de Wells Gorimbo qui était pas incroyable, mais qui était quand même sympa. Le combat de Drake Fronza qui était quand même sympa. On a eu pas mal de finish, pas mal de retournements de situation, c'était vraiment sympa. Bien sûr, aujourd'hui, du coup, on a eu l'inauguration de cette catégorie interlude, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. On essaye à chaque fois de faire un peu évoluer le podcast. Mais en tout cas, forcément, là, sur les 2 semaines qui vont arriver, on a eu cette UFC Apex, on a un autre UFC la semaine prochaine, je crois, qui n'est pas incroyable. Mais par contre, du coup, dans 2 semaines, on va avoir l'UFC au Madison Square Garden à New York avec le combat de Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena, le combat de BSD contre Dariush, le combat de Leon Edwards, le combat de Bonnie Cole. Enfin, franchement, je dis Bonnie Cole comme si c'était un beggar alors qu'il s'est vraiment fait défoncer lors du dernier combat. Avec mes respects, bien sûr. Mais j'attends quand même de voir un Bonnie Cole un peu revanchard. Donc, quand même. Mais en tout cas, ouais, grosse carte. Donc, j'ai hâte de voir cette carte de New York. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters. Et à plus!